Dans cette vidéo du chapitre 48 de Minutes de cours, je réponds à une première question instantanée tirée de la section 5.7 de Séguin, section qui porte sur la croissance et la décroissance du courant dans un circuit RL et je rappelle en courant continu. Il s'agit de la question instantanée 1 que j'ai moi-même intitulée les valeurs extrêmes dans un circuit RL et dont on peut prendre connaissance à la page 465 de Séguin. Après la lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande d'étudier qu'est-ce qui arrive à deux moments extrêmes lorsqu'on alimente un circuit RL, au moment où on l'alimente sur sa pile. Donc au tout début et à la fin. On avait fait la même chose avec les condensateurs. Il y a des valeurs extrêmes qu'on n'a pas besoin d'utiliser l'équation qui fait apparaître l'exponentielle. Ben, c'est les valeurs au début et à la fin. Donc il va falloir utiliser un circuit RL de base. C'est un problème plus théorique ici, quoique je vais quand même le développer en faisant semblant qu'on a des chiffres si on veut. Donc, j'ai un circuit RL de base. On peut prendre pour acquis qu'on me donnerait une valeur de résistance, qu'on me donnerait une valeur d'inductance et qu'on me donnerait une valeur de pile pour le charger. Vous devez évidemment être capable de dessiner ce genre de circuit-là au besoin. Donc, je vais avoir dessiné une pile ici qui, à travers un circuit, va venir alimenter une résistance et après ça, une inductance. Donc, c'est des dessins que vous devez savoir faire. L'interrupteur, c'était pas nécessairement obligatoire puisqu'on étudie juste la situation où ce qu'on charge, où ce qu'il est branché sur sa pile. Et si je poursuis à essayer de traduire la question, ben, en A, on me disait, au moment où je commence à T égale 0, quelle va être la différence de potentiel aux bornes de la résistance et la différence de potentiel aux bornes de l'inductance. Fait que j'ai rajouté ici sur mon dessin delta VR et delta VL probablement ici. Et en B, on me demande maintenant, quand ça va faire très longtemps, j'ai appelé ça l'infini de secondes, quelles vont être les deux mêmes valeurs de delta VR et delta VL. Toujours intéressant sur un circuit électrique de montrer le sens du courant qui circule. Donc, de par le fait de comment je dessine mes dessins, ben, la pile l'élève à son plus haut potentiel ici, puis il va se dépenser à travers les éléments, les composants du circuit ici. Je l'ai redessiné une nouvelle fois en bas, mais pas strictement nécessaire. Je vous rappelle, ne fait pas partie du dessin des variables, puis même dans la solution d'en bas n'apparaîtra pas, mais à quelque part, à certains moments donnés, il va y avoir une force électromotrice induite ici qui s'oppose à la pile, qui va faire justement que le courant ne circule pas correctement au début. Si je veux faire semblant que j'aurais un calcul à faire, ben, delta VR, c'est mon premier point d'interrogation. Donc, même je vais chercher dans le chapitre 48, on l'avait vu dans une vidéo précédente, une section précédente de Séguin, il n'y a pas de formule pour delta VR dans le chapitre 48, première ou deuxième page. Donc, ici, c'est la première page, je ne vois pas de delta VR nulle part. Puis sur la deuxième page de résumé non plus, il n'y a pas de delta VR qui apparaît. Donc, il faut que j'aille fouiller plus loin quand je veux la différence de potentiel aux bornes d'une résistance. C'est la loi d'Ohm. Qu'on revienne en arrière et qu'on utilise cette loi d'Ohm-là. Donc, delta VR est égal à R fois le courant dans la résistance. Que j'essaye d'appliquer à mon problème. Delta VR, c'est mon point d'interrogation, je peux le remplacer par rien. R, ben, éventuellement, je le remplacerai par un chiffre, donc je ne le comptabiliserai pas comme inconnu. Puis le courant dans la résistance, à ce moment-ci, ben, je n'ai pas de chiffre, donc on va le laisser comme un inconnu, une équation de deux inconnus. Après ça, j'ai le traitement mathématique, là, mais déjà le traitement mathématique montre la prochaine affirmation que je vais faire, qui est une affirmation de compréhension, quoi qu'on le retrouve dans le résumé. Dans la première moitié du résumé, là, ici, quand on dit interrupteur à la position Q depuis longtemps, que I est égal à 0, donc ça c'était justement avant que je charge, fait que c'est comme ma condition de départ. Quoique au moment où je bascule en position P, quelqu'un pourrait dire ben, je peux passer instantanément de I égale 0 à I égale une valeur grande, mais il ne faut pas oublier qu'on s'oppose ici avec la force électromotrice induite, donc si j'augmente tranquillement. Si j'augmente tranquillement, ça veut dire qu'au départ, je suis égal à 0. Donc ça, c'est un élément de compréhension là, que vous devez avoir. Donc, je regarde les deux équations en vert, j'étais rendu à deux équations, deux inconnues, ou si j'avais continué les mathématiques, puis justement tenant compte que je suis supposé savoir que le courant commence à 0, ben, je t'en déduirais que delta VR est égal à 0. Mon premier point d'interrogation, celui-ci est répondu. Ça me prend le delta VL. Delta VL, il y a des formules dans le chapitre 48, mais il faudrait dériver le courant. La dérivée d'une 0 ne donnerait pas grand-chose.
Après ça, il faudrait connaître d'autres paramètres. Bon, on va prendre le temps d'aller le voir. Chapitre 48. Donc, je l'ai ici, mais comme je dis, j'aime pas la forme ici, du fait que j'ai une dérivée à calculer. Puis delta VL, je ne le retrouve pas nulle part ailleurs sur la première page de résumé. Sur la deuxième page de résumé, non plus, je ne le vois pas apparaître. J'ai le courant, mais là, il faudrait que je dérive justement le courant qui est sous forme d'un exponentiel. Je peux m'attaquer à ça si vous voulez, mais je dois me poser une question si je n'ai pas un autre moyen. Et la réponse est oui, il ne faut pas que j'oublie que c'est un circuit électrique. Donc, ce qu'on a vu en début d'année, quand on faisait le chapitre 3 de Séguin sur les circuits électriques, est encore vrai. Je connais le E ici considéré comme connu. Le delta VR, je le connais maintenant, il vaut 0. Ben, je peux faire une boucle et dire que conservation de l'énergie, la loi des mailles de Kirchhoff, je ne sais pas si vous vous rappelez, dire toutes mes variations d'énergie vont être égales à 0 quand je fais un tour. Donc, je fais la loi des mailles, que je pars dans le coin ici, puis je reviens dans le coin. Ici, je m'élève de plus force électromotrice E. Ici, je vais perdre mon voltage de la résistance, puis ici, je vais perdre le voltage associé à l'inductance. Donc, la loi des mailles existe encore. La somme des delta V est égale à 0. Puis, quand je l'applique à ce problème-là, ben, j'ai plus la pile, moins delta VR, moins delta VL est égal à 0. Et je viens d'écrire une troisième équation avec ça qui est connu, ça qui est maintenant connu, puisque calculer les équations en haut, puis ma troisième nouvelle inconnue, si on veut. Donc, j'ai trois équations, trois inconnues. Ce système-là est terminé. Je peux soit l'isoler moi-même, puis arriver à delta VL est égal à E, ou encore demander à la calculatrice de m'isoler les deux. Évidemment, elle va vous dire que c'est égal à 0, comme on le voyait assez rapidement en haut, puis elle va vous dire que delta VL est égal à la force électromotrice de la pile, comme on peut le faire mathématiquement. Et j'ai répondu à mes deux premiers points d'interrogation, et maintenant je dois me demander qu'est-ce qui arrive lorsque j'attends très longtemps branché de cette façon-là. Quelles sont mes deux valeurs de différence de potentiel aux bornes de la résistance et de l'inductance? Ben, je cherche les mêmes points d'interrogation. Le problème va se ressembler. Il démarre d'ailleurs de la même façon. Je cherche delta VR. Donc, delta VR, je le calcule comme ça. Sauf que cette fois-ci, c'est ma première équation que j'écris. Et j'ai toujours deux inconnus parce que le R, je le considère connu. Donc, c'est très similaire. Le I, tantôt, j'en arrivais à la conclusion que I est égal à 0 par compréhension de comment se comporte un système comme ça. Et là, même chose en condition finale, mais je peux le retrouver dans le résumé. Un peu plus loin sur le résumé, quand on est à la position P depuis longtemps, je reviens sur le dessin, position P, c'est en position branchée sur la pile depuis longtemps, bien, le courant est égal à Imax. C'est la fin de ce graphique-là, le courant est à son maximum. Donc, encore une fois, retour à ma situation, élément de compréhension, le courant est égal au Imax. Ma deuxième équation que j'ai écrite, mais Imax, pour moi, c'est une nouvelle inconnue. J'étais à trois inconnus, mais à l'endroit où on était, dans le résumé, là, un peu avant, où on a l'affirmation ici, là, quand on est à P depuis longtemps, que I va être égal à Imax, mais juste un peu plus haut, j'avais justement comment calculer le Imax, la valeur finale que mon courant va atteindre, qui est tout simplement et logiquement la force électromotrice divisée par la résistance. L'inductance n'a comme plus d'effet à la fin. Puis j'ai comme un circuit qui possède seulement une résistance. Le retour à mon problème, c'est ce qu'on voit ici, que j'ai une façon de calculer le Imax. C'est ma troisième équation que j'écris. Et ça, c'est une donnée fournie. Puis ça, c'est une donnée considérée fournie aussi. Donc, troisième équation à trois inconnus. Mon point d'interrogation, delta VR est connu. Delta VL, ben, c'est la loi des mailles de Kirchhoff encore. Donc, je continue en disant que je vais appliquer somme des delta V est égal à 0. Puis j'ai la même chose, je m'élève de la pile, moins je dépense dans la résistance, je dépense dans delta VL. Je demande à une calculatrice de résoudre ça ou je le fais moi-même. Puis cette fois-ci, je vais arriver à l'inverse de tout à l'heure. C'est l'inductance qui n'a plus de différence de potentiel associée à l'inductance et c'est la résistance qui a toute la différence de potentiel. Donc le circuit se comporte comme s'il n'y aurait plus d'inductance lorsqu'on attend assez longtemps. Cette question instantanée-là permet d'expliquer le circuit RL. Séguin le faisait dans ses propres mots dans son texte, mais là je viens de vous le faire un petit peu dans mes propres mots. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que l'inductance s'oppose aux variations de courant par l'effet d'une force électromotrice induite. Attention, quelqu'un pourrait me dire, on a une résistance, on ne disait pas aussi que ça s'opposait au courant. Oui, mais je viens de dire deux phases différentes. Une résistance, ça s'oppose au passage du courant. Donc, fondamentalement, ça laisse passer le courant, mais ça s'y oppose en fonction de la valeur de la résistance. Une inductance,
ça s'oppose à la variation de courant. Donc ici, je m'oppose au passage du courant, puis ici, je m'oppose à la variation de courant. Donc, le courant va finir par passer, mais j'aime pas ça quand je vois des variations, puis je m'y oppose. Mais le courant va finir par passer, il y a un chemin pour passer. À la suite de la question instantanée, il y avait des petits graphiques, là, puis j'utilisais justement des vraies valeurs pour essayer d'illustrer le comportement des différents paramètres d'un circuit RL. Donc, j'avais pris des choses faciles à calculer. Une pile de 10 volts avec une résistance de 1000 ohms puis une inductance de 2 Henry. Si on calcule la valeur de taux, c'est L divisé par R, donc 2 divisé par 1000, ça me donne 2 millisecondes. Si j'essaie de tracer le graphique du courant dans le circuit en fonction du temps, on a dit qu'on commençait avec un courant égal à 0, puis qu'à la fin, il allait tendre vers la valeur de E sur R. Donc, E sur R dans ce problème-là, c'est 10 divisé par 10 000, c'est 10 milliampères. Donc, on voit qu'à la fin, mon courant tend vers 10 milliampères, comme si j'aurais un circuit purement résistif, et que l'inductance s'oppose à ce changement-là, puis amortit, si on veut, là, ce changement-là. Et on voit également qu'après une constante de temps, après 2 millisecondes, on a le même paramètre de base qu'on avait pour les circuits RC, dire qu'on a à peu près 63% de notre valeur finale. Fait que si je tendais vers 10 mA en finale, ben, après une constante de temps, j'ai 6,3 mA d'atteint. À côté, on a la courbe de la différence de potentiel mesurée aux bornes de la résistance. Donc si au départ, j'ai pas beaucoup de courant, ben, j'ai pas beaucoup de différence de potentiel dans la résistance, la loi d'Ohm. Donc la courbe delta VR est pratiquement identique à celle-ci, sauf qu'on va tendre vers une valeur de la pile comme telle. Donc ici, on tendait vers un courant de 10 mA, là, étant donné les chiffres que j'ai pris, mais je tends aussi vers 10, mais vers 10 volts. Et après une constante de temps, je vais avoir atteint 63%, donc 6,3 volts de ma valeur finale. Fait qu'à la fin, quand j'ai 10 mA, ben, la loi d'Ohm dit que 1000 R fois I, donc 1000 fois 10 mA, est égal à 10 volts. À l'inverse, ce qu'on a pour respecter la loi des mailles, donc si au départ, j'ai rien dans la résistance en termes de différence de potentiel, c'est parce que je l'ai toute dans l'inductance. Donc le 10 volts apparaît plutôt au niveau de l'inductance. Et l'inductance, elle, son voltage va diminuer tranquillement pendant que l'autre augmente, pour que quand j'additionne les deux, ça me donne le 10 volts, ça me donne la pile, ça respecte la loi des mailles. Et le dernier paramètre que j'ai illustré en fonction du temps, c'est la valeur, ben, je voulais illustrer la valeur du flux magnétique, mais j'ai fait N fois le flux magnétique parce qu'il y a une formule de physique qui dit que N fois le flux est égal à I fois L. Fait qu'ici, ça me permettait de mettre la cible de I fois L. I valait 10 mA à la fin, donc fois L fois 2, ça me donnait 20 comme valeur de milliweber, parce qu'évidemment, ici, c'est le flux, ça se mesure en Weber. Donc, on voit ma cible de 20. Et le flux va tendre tranquillement vers sa valeur finale qui est égale à I fois L. Puis on voit qu'au début, j'ai beaucoup de variations de flux, puis qu'à la fin, j'ai moins de variations de flux. Donc, quand il y a beaucoup de variations de flux, il y a beaucoup de force électromotrice induite. Puis c'est cette force électromotrice-là qui s'oppose à la variation de courant. Fait que c'est comme cohérent de dire j'ai beaucoup de variations ici, mais le courant n'arrive pas à passer au départ. J'ai beaucoup de force électromotrice induite qui le combat. Puis à la fin, j'ai moins de variations de flux, mais j'ai moins d'opposition, puis je tends plus vers ma valeur définitive de courant. À l'examen, ce genre de courbes-là, ben, je pourrais beaucoup les utiliser pour des vrais ou faux, chercher l'erreur, vérifier votre compréhension des comportements temporels qu'on a d'un circuit RL.